Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très chaud, la trêve internationale de mars et surtout le bilan des équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde. Et franchement, il y a beaucoup à dire parce que cette trêve nous donne déjà un aperçu très sérieux de ce que ces équipes peuvent proposer dans quelques mois sur la plus grande scène du football. On va voir ensemble qui a rassuré, qui a inquiété, mais surtout ce que ces matchs nous disent vraiment sur leur niveau réel avant la Coupe du Monde. On commence avec l'Égypte. Et là, il faut être clair, c'est une équipe qui ne fait pas forcément rêver dans le jeu, mais qui est terriblement efficace. Une large victoire contre l'Arabie Saoudite, puis un 0-0 contre l'Espagne. Et ce 0-0, il faut bien le comprendre. Même si c'est une équipe remaniée en face, ça reste une nation du top mondial. Et surtout, l'Égypte a fait preuve de discipline. Bloc bas, bien organisé, gestion des temps faibles, capacité à fermer les espaces. Et ça, en Coupe du Monde, c'est une qualité énorme. Le Sénégal, maintenant, 2 victoires, est égal à 6 points. Contre le Pérou et la Gambie. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la maîtrise. Le Sénégal n'a pas tremblé. Peu d'erreurs, défense solide, expérience du haut niveau. Même s'ils ont affronté deux équipes moyennes qui ne participeront pas à la Coupe du Monde, on n'a pas vraiment de doute sur la qualité de l'effectif sénégalaise et à pouvoir élever leur niveau de jeu contre des grosses nations. Là, on arrive sur une équipe qui envoie un vrai message. La Côte d'Ivoire, 2 matchs, 2 victoires, mais surtout la manière. 4-0 contre la Corée du Sud, victoire 1-0 dans son deuxième match contre l'Écosse. Et là, on parle de deux vraies équipes niveau international. Ce qui est intéressant, c'est que même avec de la rotation, même avec une équipe remaniée, la Côte d'Ivoire reste performante. Et ça, c'est un signe très fort. Parce qu'en Coupe du Monde, tu ne joues pas avec 11 joueurs, tu joues avec tout un groupe. Et la Côte d'Ivoire semble avoir ce groupe. Les Fennecs, l'Algérie, qui propose quelque chose d'intéressant. Une large victoire contre le Guatemala 7-0, une victoire logique, mais surtout un 0-0 contre l'Uruguay. Et ce genre de match, il est très révélateur. Parce que face à une grosse équipe, tu ne peux pas toujours gagner, mais tu dois être capable de résister. Et là, l'Algérie a montré qu'elle pouvait tenir tête. Mais attention, il y a encore un manque de régularité et parfois un manque de constance dans le jeu. Donc l'Algérie peut être dangereuse, mais elle doit encore trouver une vraie stabilité. La bonne surprise, la Tunisie, clairement, elle m'a surpris. Solide, disciplinée, organisée. Victoire contre Haïti, équipe qualifiée aussi. Match nul contre le Canada et surtout, cette capacité à rester compact, capacité à résister à la pression, c'est exactement le type d'équipe qui peut poser problème en Coupe du Monde. Parce que ce ne sont pas forcément les plus spectaculaires, mais ce sont souvent les plus difficiles à jouer. On continue avec le Maroc, même si tout n'a pas été parfait, il faut regarder l'essentiel. 2 matchs, dont un match nul contre l'Équateur, qui sera vraiment à prendre au sérieux durant la Coupe du Monde, parce que ça va être une équipe vraiment très difficile à bouger, et une victoire contre le Paraguay. Et surtout, ce sont 2 équipes qui sont qualifiées pour ce mondial-là. Donc oui, ce n'était pas parfait dans le contenu, mais dans l'approche, dans le résultat, dans la gestion, c'est exactement ce qu'il faut en Coupe du Monde. Et là, les gars, on va parler des déceptions. On va pas tourner autour du pot. L'Afrique du Sud, mauvaise préparation, adversaire mal choisi, résultat décevant. 2 matchs contre le Panama, dont un match nul et une défaite chez toi à domicile. À ce niveau-là, ce n'est pas rassurant du tout. Même chose pour le Cap-Vert, défaite contre la Finlande, défaite contre le Chili, manque de constance, manque de maîtrise. Et le Ghana, qui vient tout juste de licencier son sélectionneur Otto Addo à quelques mois de la compétition. Là, il y a un vrai sujet parce que les résultats en eux-mêmes sont déjà décevants, mais au-delà des scores, c'est surtout le contenu qui inquiète. Une défaite contre l'Allemagne, on peut l'accepter, mais une lourde défaite 4-1 contre l'Autriche, là, ça devient problématique. Parce que ce genre de match pose plusieurs questions. L'organisation défensive, la gestion des transitions et surtout la solidité mentale de l'équipe. Le problème du Ghana, ce n'est pas forcément le talent. Sur le papier, il y a des joueurs de qualité, il y a du potentiel individuel, il y a de l'expérience à certains postes. Mais collectivement, c'est encore trop irrégulier, parfois trop fragile défensivement et pas assez constant dans l'intensité. Pour terminer, parlons de la République démocratique du Congo, parce que là, clairement, il faut en parler. Cette qualification-là, de cette manière-là, un parcours long, des matchs difficiles, une vraie bataille pour se qualifier, c'est clairement l'une des plus belles qualifications de l'histoire. Et ça donne encore plus de valeur à cette équipe, parce que elle a résisté, elle a su répondre présente et elle est allée chercher sa place au mondial. Donc oui, on peut le dire, la RDC n'est pas là par hasard. Elle est là parce qu'elle l'a mérité et ça force le respect. Et honnêtement, c'est exactement ce genre d'équipe qui peut créer la surprise lors d'une Coupe du Monde parce qu'elle n'a rien à perdre mais tout à prouver. Voilà les gars, le petit tour d'horizon pour ces équipes-là. Et honnêtement, le bilan est très positif.
Parce que quand tu regardes les 10 équipes africaines qualifiées pour cette Coupe du Monde, tu en as 7 qui ont vraiment performé. Et les 3 autres qui ont déçu, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et dans une certaine mesure le Ghana, on n'a pas les mêmes attentes envers elles. Par exemple, le Cap-Vert, déjà être qualifié pour la Coupe du Monde, pour eux, c'est déjà un exploit historique. On ne parle pas d'une nation qui est habituée à jouer ce genre de tournoi. Même chose pour l'Afrique du Sud. Ils ne sont pas régulièrement présents à ce niveau. Et leur historique en Coupe du Monde reste limité. Donc forcément, les attentes ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que toutes les équipes africaines ne sont pas jugées de la même manière que le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire. Ce sont des équipes avec des vraies ambitions, avec un statut. Donc oui, je trouve que le bilan est assez positif. Et pour les joueurs qui ont performé lors de cette trêve internationale, Amine Gouiri, lui qui a été absent lors de la dernière CAN pour l'Algérie, son retour en sélection fait énormément de bien pour les Fennecs. Un doublé dans la large victoire contre le Guatemala, même si derrière il ne marque pas contre l'Uruguay, mais sa présence est tellement importante dans le jeu algérien, beaucoup d'activités, du mouvement, de la présence dans le jeu, donc au final il reste décisif dans l'impact, et c'est une bonne chose d'avoir un numéro 9 quand il ne marque pas, qui sait se montrer autrement que par le but. Ibrahim Baye, qui est passeur décisif sur le premier match contre le Pérou avec une superbe passe pour Nicolas Jackson, et buteur dans le deuxième match contre la Gambie, même si l'adversité n'est pas exceptionnelle, faut quand même souligner la performance d'Ibrahim Baye. Et on est obligé de mettre Axel Touanzebe, défenseur central de la RDC, avec son but qui a une importance historique pour tout un peuple, pour toute une nation. Alors c'est pas le but le plus joli dans sa conception, mais qui le marquera jamais dans l'histoire du football congolais, en étant le joueur qui a permis à cette nation de retrouver la Coupe du Monde après 52 ans d'attente. Par contre, pour les flops, franchement, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas 3 joueurs qui sortent vraiment du lot dans le négatif. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que globalement, sur cette trêve, les performances ont été assez homogènes. Il n'y a pas eu de grosses catastrophes individuelles. Oui, bien sûr, il y a des joueurs qui auraient pu mieux faire, Yehvan Diouf, Agbadou, Mazraoui, mais on n'est pas sur des énormes flops individuels. Et dans une période comme ça, à quelques mois de la Coupe du Monde de football, c'est déjà rassurant de voir qu'il n'y a pas de grosses alertes individuelles. Donc, plutôt que de pointer du doigt 3 joueurs en particulier, je préfère retenir un constat global. Des équipes africaines globalement solides, quelques très grosses performances et peu de véritables flops individuels. Et ça, c'est un signal positif avant une grosse compétition. Ce qui va faire la différence maintenant, ce n'est pas un joueur en difficulté sur une trêve, mais plutôt la capacité des cadres à répondre présent, la régularité et la gestion des moments clés en Coupe du Monde. Maintenant, la vraie question, c'est ce que ces équipes vont proposer une fois que la compétition va commencer. Parce que là, on ne sera plus dans les matchs amicaux, on sera dans le très sérieux. Et justement, les prochains matchs de préparation en juin vont être encore plus révélateurs, parce qu'on va vraiment commencer à voir l'identité de jeu des équipes, des choix forts, et honnêtement, c'est là que tout va se jouer. Moi, je vous le dis, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ça. Si la vidéo t'a plu, tu connais la musique, like, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire, selon toi, quelle équipe africaine peut aller le plus loin. Et nous, on se dit à très vite pour la suite. Peace!